Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Africa Sport TV, africasport.org, sur nos différentes plateformes. Comme vous le savez, nouvelle émission en vue donc de la Coupe d'Afrique des Nations, les joueurs du Sili national. On va s'intéresser donc à eux, puisque à quelques mois de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, ils doivent être performants au niveau de ces clubs. Nous, on a décidé avec l'administration d'Africa Sport de vous proposer tous les lundis désormais, quand il est midi 30, une émission spéciale consacrée à l'actualité de nos Sili. Ça s'appelle les perfs ou la perf de nos Sili, bien évidemment. Nous allons donc vous accompagner tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations, après, et on va après la Coupe d'Afrique des Nations justement, nous allons donc vous donner toutes les informations concernant notre 11 national. Comme vous le savez, le Sili national de Guinée est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024 du côté de la Côte d'Ivoire, et le compte à rebours est lancé justement pour cette compétition avec des joueurs du Sili national de Guinée. Certains jouent dans leur club, d'autres non plus. On va essayer de peser le pour et le contre. Qui doit être appelé par Kaba Diawara, qui ne doit pas être appelé, qui mérite donc cette sélection nationale, donc en tout cas en vue de la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi et surtout les éliminatoires donc de la Coupe du Monde 2026 donc qui s'annonce au mois de novembre prochain. On va essayer d'en parler avec Amidou Bangoura. Bonsoir Amidou. Bonsoir Alceni, bonsoir à tous. Ouais, même si c'est le matin, bonjour, bonsoir, bon ça dépend. Hein. Ça dépend des zones géographiques. Voilà. Donc merci encore une fois d'être là, monsieur Bangoura. C'est tout un plaisir, pour moi d'être là, et surtout pour ce premier numéro de cette émission, comme vous l'avez dit, perf des Silis. Nous permettrons nos internautes, tous qui sont fans du Sili national, qui sont fans du football guinéen, de savoir qui sont ces joueurs qui sont en compétition dans les clubs à l'international, qu'est-ce qu'ils font, qui a marqué, qui joue, qui ne joue pas, qui est blessé. Donc voilà, ça fait énormément plaisir d'être là pour ce premier numéro. Voilà, pour ce premier numéro perf des Sili. La réalisation donc est assurée par notre ami Alassane Baldé, Alousseni Baldé, bien évidemment, le duo des jumeaux donc qui nous accompagne tout au long de cette émission. On a 45 minutes au maximum pour dérouler donc une partie des joueurs des Sili, hein, pas l'intégralité des joueurs, mais tenez-vous bien, nous allons aller chercher donc tous les joueurs susceptibles d'être sélectionnés dans cette équipe nationale de Guinée, pour vous évoquer bien évidemment leur performance au niveau de leurs différents clubs respectifs. Merci encore une fois. C'est maintenant, si c'est maintenant vous nous rejoignez hein, sur Africa Sport TV officiel, africasport.org et sur nos différentes plateformes. On va donc démarrer notre émission Amidou Bangoura on va prendre pêle-mêle pour ce premier numéro. La prochaine fois on va être beaucoup plus ordonné. Aujourd'hui on va commencer par prendre, que ce soit un défenseur ou un attaquant ou un gardien de but. La prochaine fois on va prendre compartiment par compartiment. Vous allez comprendre donc ce qui va se passer. Mais pour ce premier numéro, vous allez être très indulgents, chers internautes, justement. Le Sili national, c'est nous tous, ça nous intéresse. Donc nous allons partir bien évidemment avec cette fois en commençant par Antoine Conté. Antoine Conté, il faut le rappeler, hein. Il est né donc le 29 janvier 1994. Il a 29 ans. Il est né à Paris. Il a la double nationalité guinéenne et française. Il mesure 1,79 m et il a un poids de 72 kg. Il évolue avec le pied droit. Il a 9 sélections avec le Sili national de Guinée. Il faut le rappeler. La première sélection donc de Antoine Conté remonte donc le 25 mars 2022 contre
contre l'Afrique du Sud. Monsieur Bangoua, c'est un joueur important qui a réussi quand même à colmater les brèches parce qu'on avait un manque d'un latéral droit au sein du Sili national de Guinée. Oui, c'est important, vous l'avez dit, on a toujours eu des soucis au niveau des latéraux parce qu'on n'en a pas assez. C'est comme le poste de gardien de but, même sur le plan local, vous avez des jeunes qui veulent tous être des défenseurs, qui veulent tous être des attaquants, mais sur le plan de gardien de but, ça reste comme ça, vide. Voilà, on avait véritablement besoin des jeunes latéraux comme lui pour venir vraiment étoffer l'effectif du Sili national. Je pense que depuis qu'il est là, il apporte véritablement de l'ingrédient dans son couloir là, et ça fait que progressivement, chaque sélection, le sélectionneur Kaba Diawara jette son dévolu sur lui, et je pense que c'est tout à fait normal. Quand vous jouez en club, vous performez là, il n'y a pas de raison que le sélectionneur ne puisse pas vous appeler. Vous avez vu les statistiques, même si c'est encore un peu en deçà des attentes, il faut le dire. Mitigé un tout petit peu. 5 matchs joués, 450 minutes justement pour un joueur de son niveau. Il n'a 0 but et 0 passe décisive. On peut comprendre, c'est un latéral droit comme vous le dites. Ils ne sont pas faits pour marquer nécessairement des buts. C'est quand il y a des situations où ils peuvent véritablement trouver le chemin des filets. Mais en termes de performance statistique pour le moment, je pense que c'est encore, c'est vrai, ça reste à désirer pour l'instant. Mais ça reste à désirer. Il va falloir que Antoine cherche à encore mieux faire pour justement, parce que c'est la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive. C'est quand même la compétition majeure en termes de football sur le continent. Il faut véritablement performer, il faut faire des efforts dans le club, avoir des statistiques qui plaident dans sa faveur pour espérer justement récolter une place, même si vous êtes l'enfant chéri entre guillemets du sélectionneur. Si il vous fait appel alors que vous n'avez pas de statistiques, je pense que non seulement dans les médias ça va crier, mais également vous savez que les statistiques ne mentent pas. Ce que vous n'êtes pas capable de réaliser en club, ce n'est pas possible, même s'il y a des exceptions parfois, mais ce n'est pas possible de le faire en équipe nationale. Voilà, justement, vous l'avez rappelé, hein, il a 0 but, 0 passe décisive et un latéral quand même, hein, c'est lui qui distille les passes décisives. Normalement. Voilà des inquiétudes. Il peut ne pas marquer, mais il peut faire marquer. Justement. Et si on a toujours vu, prenons le cas de Isiaga, on va en parler tout à l'heure, mais Isiaga, à tout moment, quand il est vraiment dans ses assiettes et qu'il est capable de délivrer des passes décisives, il est capable de faire débloquer le Sili national des situations difficiles parfois. Donc, ils peuvent ne pas marquer, mais normalement, il faut distiller les passes. C'est distiller des passes, c'est des joueurs qui sont normalement censés faire marquer, mais en 5 matchs, incapable de délivrer une passe décisive, une offrande, je pense que c'est un peu inquiétant. À lui de désormais, disons, rehausser les statistiques et de s'affirmer dans le club. Voilà, on va donc, vous l'avez compris, hein, stat de la saison donc pour Antoine Conté, 5 matchs, 450 minutes jouées, 0 but marqué, 0 passe décisive, 2 cartons jaunes. Voilà, donc c'est vraiment dérisoire pour Antoine Conté. Il doit faire mieux en tout cas pour espérer bien évidemment avoir une place de titulaire au sein de la sélection nationale, même si peut-être la sélection lui est garantie vu que on est en manque d'un latéral vraiment de métier. Oui, mais il ne faut pas aller aussi avec quelqu'un qui a un pied cassé. Voilà, ce n'est pas parce qu'on est en manque d'un latéral ou on est en manque des latéraux qu'il faut aller avec quelqu'un qui n'est pas censé quand même de vous aider à progresser dans la compétition. Je pense que s'il continue de cette façon, on a un sélectionneur, même s'il est décrié par la majeure partie dans l'opinion sportive aujourd'hui, si Antoine continue et qu'il n'a pas une pièce de rechange, je pense qu'il va falloir casser certains dispositifs, faire en sorte qu'il change le statut de certains joueurs dans l'équipe, au lieu quand même, à mon avis. C'est trop tôt de le dire parce que la CAN, il y a 3 mois encore, on espère vraiment qu'il va performer, il va rehausser ces statistiques-là, mais je pense... D'où l'importance déjà de faire appel à d'autres joueurs pour les tester, parce que comme vous le savez, hein, Kaba a dévoilé donc une liste de 23 pour les 2 matchs amicaux contre le Gabon et contre donc la Guinée-Bissau.
histoire donc de voir certains joueurs du Sili donc dans ces deux rencontres là en vue donc des éliminatoires et de la Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, nous allons entamer ouvrir le dossier Isiaga Silla aussi, hein, on commence par les deux latéraux titulaires indiscutables donc au sein du Sili depuis plusieurs années maintenant. Isiaga Silla, c'est l'un des joueurs le plus régulier de cette équipe du Sili, puisque depuis 2015 Isiaga est performant au sein du Sili national de Guinée. Il a disputé 6 matchs en championnat cette saison. Il a joué 536 minutes, 0 but, 0 passe décisive. C'est un peu le même statu quo que notre ami Antoine Conté. Et il n'a récolté qu'un seul carton jaune. Alors, selon vous, est-ce que on peut dire quand même la régularité compte, mais aussi il y a un manque à gagner au niveau des latéraux guinéens quand même, qu'on considère les plus hypés, les plus stables au sein de cette sélection. Oui, la régularité, il est là, vous l'avez dit, c'est d'ailleurs le vice-capitaine du Sili national de Guinée, Isiaga Silla. Et comme vous l'avez dit, il fait partie de ces rares joueurs guinéens, footballeurs guinéens qui ont réussi à se maintenir sur plusieurs années au haut niveau. Depuis son départ au Orea AC de Conakry, il a rejoint la France, il est resté véritablement au top de son art, et voilà, qui arrive dans l'intersaison, justement du côté de Montpellier, qui a réclamé cette place de titulaire. Il fait partie des premiers choix du club, mais comme vous l'avez dit, la régularité, ça, il n'y a rien à dire. Il a des statistiques qui plaident dans sa faveur. Mais le problème, c'est toujours cette, si vous voulez, cette performance en tant que latéral on peut ne pas marquer, comme on l'a dit, mais de faire marquer. Il s'agit de donner des passes décisives, par exemple, aux attaquants qui peuvent marquer et faire gagner l'équipe. C'est vrai que ils sont dans des couloirs. Pour le moment, moi, j'ai réussi à regarder certains de ces matchs. Il réussit à véritablement jouer son rôle de ce côté. Mais ce qui est de plus important, comme on l'a dit, c'est justement donner des passes, faire en sorte que ceux qu'ils alimentent la ligne du milieu, qu'ils alimentent également l'attaque, mais pour le moment, ça n'arrive pas pour Isiaga Silla. En termes de régularité et de vécu, je pense qu'on n'en a rien à lui reprocher, mais sur ce côté performance, voilà, je pense que même avec le Sili, il ne parvient pas donc vraiment à pouvoir ajuster les centres, parce que c'est le véritable problème qu'il a toujours rencontré, que ce soit en club ou en équipe nationale. Sinon, Isiaga, disons, moi je dirais que c'est le meilleur latéral gauche qu'on a. C'est vrai, derrière, il y a le jeune Dembo Silla aussi qui arrive petit à petit, mais c'est le meilleur qu'on a depuis plusieurs saisons. Mais le véritable problème qu'il a toujours et qu'il n'arrive pas, je ne crois pas s'il va pouvoir le corriger maintenant, parce que de Toulouse, il est passé par plusieurs grands clubs, en France là-bas notamment. Il n'a pas été capable de corriger justement l'handicap sur ces centres-là en équipe nationale. On l'a vu lors de la précédente Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. S'il était bon véritablement sur le plan du centre, je pense que le Sili aurait mieux fait que le parcours qu'il nous a. Il a quand même marqué. Je suis d'accord qu'il a marqué. C'est pourquoi je dis que il avait véritablement réussi à corriger ce problème de centre qu'il a, il aurait permis à l'équipe de mieux faire que ce que le Sili nous a proposé à la CAN. Voilà, on a vu quand même Isiaga Silla être titulaire indiscutable, que ce soit donc du côté du Football Club de Toulouse, et puis il a été aussi performant tout le long de son séjour du côté du TFC. Il débarque du côté de Montpellier, il est encore bon. Donc je pense que c'est pas rien, hein. Il est titulaire, c'est pas rien. Comme on l'a dit, il incarne cette régularité au sommet de son art dans tous les clubs. Bon, c'est vrai qu'il a été prêté au Racing Club de Lens, je crois. Une saison là. Avec option d'achat en cas de satisfaction. Il n'a pas donné satisfaction, il est revenu. Mais je pense qu'il bénéficie toujours. On ne peut pas continuer à lui faire confiance si dans le jeu il n'apporte pas grand-chose. On a dit que sur ce plan, il n'y a rien à se reprocher. Rien à, il est clean. Défensivement, il est bon.
défensivement, il est bon. Mais c'est sur le plan offensif où il doit véritablement s'améliorer. Parce que quand il s'améliore, je suis certain qu'il est capable de permettre à son club, mais également au Sili national de Guinée de faire meilleure performance. Ça, c'est clair. Parce que vous avez des latéraux comme ça, dans des situations difficiles, ils sont capables de faire débloquer la situation. Des fois, on peut ne pas s'appuyer directement sur eux, parce que les ballons dans les couloirs, il faut avoir des latéraux qui sont bons en matière de centre. Le ballon peut ne pas transiter directement par la ligne médiane, mais quand vous avez un latéral gauche surtout capable de donner, d'orienter le ballon, de faire un bon centre, je pense que ça permet à l'équipe. Surtout avec son pied gauche. Effectivement. Mais le problème qu'on a, on l'a toujours dit, on ne le reproche pas. Je pense que les statistiques peuvent démentir tout ça. Sa régularité, le vécu qu'il a. Mais le véritable problème que tout le monde connaît, c'est ce problème de centre. Bien, voilà. Donc, Isiaga Sila, il est né donc le 1er janvier 1994. Il a 29 ans sur papier, justement, il faut le rappeler. Il est de nationalité guinéenne, comme vous le savez. Lui, il est né ici. Il a grandi, il n'est pas comme Antoine Conté qui est né à Paris. Et donc, il est guinéen. Il a joué au Royal de Conakry, le championnat guinéen. C'est en 2012, justement, il a quitté donc le championnat guinéen pour la France. Et puis, il est arrière gauche, on l'a dit. Et donc, voilà, c'est un joueur, c'est l'un des joueurs les plus réguliers, en tout cas, ces dernières années, avec cette équipe d'ici nationale de Guinée. Et puis, ici à Dassila, on le sait, il sera... On ne souhaite pas qu'il y ait des pépins physiques pour lui, quand même, il est toujours régulier. Et on va ouvrir un autre dossier. Cette fois-ci, on va attaquer les attaquants. Voilà, attaquer les attaquants. Momo Bayo, voilà, qui est avec nous. On va donc voir ses statistiques. Mohamed Bayo, 4 matchs avec donc son club, le Havre. Et il est prêté. Hein, il a un moment, hein, il était au LOSC Lille Sporting Club. Malheureusement, il n'a pas donné satisfaction lors du match Lille-Paris Saint-Germain où il s'est fait remarquer avec des mauvais actes, finalement suspendu et après revenir, et malheureusement il n'a pas vu le bout du tunnel depuis donc cette retour de suspension avec son club. Donc le coach ne lui a pas fait vraiment confiance depuis ça, et donc cette saison il a été prêté du côté du Havre. Il a joué 4 matchs, 204 minutes, 1 but inscrit, 0 passe décisive, 1 carton jaune. Et Bayo, quand même, hein, quand il était au Clermont, c'était l'un des meilleurs attaquants en France, mais malheureusement, il tombe de nuit. Oui, il tombe de nuit, c'est difficile. Je pense que il a connu des moments difficiles, comme vous l'avez dit. Hein. Il est venu à Lille avec beaucoup d'espoir. On comptait énormément sur lui parce qu'il avait réussi à enchaîner 2 saisons au Clermont. Il a été d'un apport considérable pour la montée de Clermont Foot en première division. Et la saison de maintien, il a été aussi ce joueur-là qui s'est véritablement illustré pour aider le club à se maintenir. Donc, en s'appuyant sur les 2 saisons successives là, Lille est parti le chercher, on l'a fait venir, mais après, comme vous l'avez dit, il a connu des moments sportivement qui n'étaient pas heureux, et puis sur le plan extra-sportif aussi, il s'est prêté à certaines pratiques malheureusement qui ne l'ont pas fait cadeau. Vous avez vu en début de saison Paulo Fonseca, entraîneur de Lille, qui a décidé de ne pas le faire partie de son projet de jeu cette saison. Donc, il a été relégué au second plan. Il a eu la chance parce que il y a le Havre promu cette saison en Ligue 1 qui allait le chercher et qui, dès les premières, disons, dès sa venue, finalement, son premier match, c'était la 4e journée de la Ligue 1. Le Havre restait jusqu'à la 4e journée sans avoir la moindre victoire. Donc, Bayo, on l'utilise ce jour-là. Il n'avait pas marqué, il n'avait encore pas donné une passe décisive, mais il a contribué ce jour à la première victoire du club. Donc depuis là, il a enchaîné des matchs et
il y a, je crois, le week-end surpassé, il a même ouvert son compteur de but avec l'unique but qu'on a dans ses statistiques. En 4 matchs. Donc, je pense qu'il est en train de revenir petit à petit. C'est tout à fait normal. Vous savez, le football, le sport d'ailleurs en général, c'est le mental. Quand vous avez un mental qui est au beau fixe, vous êtes capable de performer, vous êtes capable de faire des statistiques. Je pense qu'il est en train de sortir d'une situation qui était quand même un tout peu difficile. Bayo avec tout le nom qu'il avait, première, deuxième, ronflant, tout, avec des gros titres, notamment dans la presse étrangère, et qui se retrouve face à une situation aujourd'hui où l'entraîneur même dit que tu ne peux pas faire partie de mon projet de jeu. Voilà un promis qui vient le chercher, qui est en train de le façonner petit à petit. De lui redonner confiance. Effectivement, de lui redonner confiance. Il est en train de revenir. Je pense que on va l'accorder le bénéfice du doute en espérant qu'il va continuer à s'améliorer. Parce que c'est un grand buteur, hein, il faut le dire. Il faut juste le mettre dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions, dans les meilleurs dispositifs. Comme on l'a dit aujourd'hui, il a besoin de ce regain de confiance-là de la part de ses nouveaux dirigeants, même s'il est là en tant que joueur prêté pour une saison. Et je dirais même que Lille a été un peu... On va dire, il y a eu ils n'ont pas voulu le vendre parce qu'il y a eu des propositions venant même de l'Espagne, en Italie. Mais certainement, ils se sont dit que le joueur traverse des moments difficiles. Peut-être on peut ne pas le faire partie sur décision de l'entraîneur de l'équipe pour le projet de cette saison, mais on peut l'envoyer en prêt quelque part sans option d'achat parce qu'il est capable de performer. Et revenir justement avec Lille. Effectivement. Donc, parce qu'on a vu par exemple tous les joueurs africains pratiquement qui ont évolué du côté du Lille ont été vraiment des meilleurs joueurs. On a vu Victor Osimhen, on a vu d'autres joueurs Gervinho également qui était là avec Lille. Il a été meilleur joueur africain, meilleur joueur du championnat français. Donc je pense que il faut lui laisser le temps de revenir à son meilleur niveau, puisqu'il en est capable quand même de faire des prouesses. On l'a vu avec Clermont, même si avec le Silly, voilà, c'est pas c'est un seul but depuis le début. Là aussi, et on peut s'interroger sur la façon de l'utiliser. Voilà, vous avez vu, moi je prends l'exemple, on va arriver tout à l'heure sur le cas de Serhou Guirassy. Il y a l'utilisation des joueurs en club et en équipe nationale. À mon avis, il y a un véritable problème au sein du Silly national. Parce que même si c'est le problème de l'entraîneur qui ne parvient pas à mettre les joueurs à vous avez vu, à mon avis, Mohamed Bayo, Serhou Guirassy, ils ont le même profil. Et quand il venait d'arriver en sélection, Kaba Diawara avait du mal à faire le choix entre les deux. Mohamed Bayo. Justement, c'est ce que je dis. Avait du mal à faire le choix entre les deux, entre Bayo et Guirassy, parce qu'ils ont le même profil. Il a même essayé à un moment donné de les faire jouer ensemble. C'est qui créait d'autres problèmes parce que ils se répétaient, tous les deux, ils se répétaient. Donc, voilà, je pense que en équipe nationale, il y a de quoi à dire par rapport à l'utilisation de ces joueurs-là. Sinon, sans quoi ils ne peuvent pas être performants, ils ne peuvent pas être des buteurs en club et venir en équipe nationale et sans ne pas être capable, ne serait-ce que donner une petite passe décisive. Ça, il y a matière à travailler au niveau du sélectionneur. C'est quand même intéressant de voir la Guinée aujourd'hui avoir 3 attaquants quand même de classe mondiale. C'est qu'on a vu ça. Je pense pas qu'on a eu cette opportunité d'avoir quand même Mohamed Bayo, avoir Morgan, avoir Serhou Guirassy. On va revenir justement sur le trio à la fin donc de notre émission. Justement, on va clôturer par ça, mais on va continuer justement à dérouler le tapis rouge pour nos Silly dans cette émission, la perf des Silly. Donc on parlait justement de Mohamed Bayo qui est né donc le 4 juin 98, il a 25 ans tout simplement, il a tout approuvé, le joueur donc du Havre, de nationalité franco-guinéenne effectivement, et il est avant-centre donc, et actuellement Mohamed Bayo joue du côté du Havre. Et sans transition justement, on va continuer effectivement, nous allons parler de Morgan Guilavogui, un autre joueur du Silly national de Guinée, justement qui a été performant avec le Paris FC avant de se
faire acheter par le Racing Club de Lens qui a été vice-champion de France donc la saison dernière et qui joue la Ligue des Champions. Donc c'est ça aussi qui fait un peu la différence et c'est qui fait emmagasiner les joueurs de beaucoup plus d'expérience et de maturité. Morgan, quand même ça le fait avec cette équipe de Racing Club de Lens. Oui, c'est une belle ascension pour le joueur, vous l'avez dit, joué en deuxième division la saison dernière. Je crois qu'il a même été le meilleur buteur en Ligue 2 parce qu'il avait réussi vraiment à s'imposer. Il a marqué 15 buts. Voilà, donc avec ces statistiques importantes, il y a Racing Club qui est parti, même si après, moi je ne voyais pas trop le projet assez important, il faut le dire, parce que le club... du côté de Racing de Racing Club, parce que le club a eu des moments de difficultés financières. C'est ce qui a fait que, vous avez vu même Seko Fofana, l'Ivoirien qui a quitté, qui est parti en Arabie Saoudite, qui est même revenu investir dans le club, c'est ce que nous apprenons dans les médias étrangers. Donc, mais c'est une belle ascension, vous l'avez dit, qui joue la Ligue 1, mais également qui joue la Ligue des Champions. Ce n'est pas rien. Le jeune, il va continuer son apprentissage. Peut-être qu'il peut ne pas jouer dans les matchs de Ligue des Champions, mais le fait qu'il soit parmi les joueurs sur qui le coach investit sa confiance et les faire appel pour un match de Ligue des Champions, je pense que c'est très important. Morgan aussi, ça fait combien de matchs, près de 10 matchs maintenant avec le Syrie national, mais qui reste sur un seul but. Lui-même, il a dit le but qu'il a marqué, c'était contre, je crois, l'Éthiopie. Contre l'Éthiopie, lors du deuxième match. Effectivement, des éliminatoires. Il dit qu'il se sentait libéré en quelque sorte, parce que vous ne pouvez pas, comme je l'ai dit, marquer en équipe, en club, tout le monde parle de vous. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, mais quand ça arrive pour le joueur, c'est comme si ce qu'il fait ailleurs, il n'est pas capable de reproduire la même chose pour la sélection nationale. Oui, c'est que il faut que les gens comprennent un tout petit peu le dispositif dans lequel quand même le joueur se trouve. On a vu rapidement, pour rafraîchir la mémoire de ceux qui nous regardent, on a vu quand même la France 2002, lors de la Coupe du Monde, ils avaient les meilleurs attaquants en Europe. Ils étaient tous appelés par Roger Lemaire lors de cette Coupe du Monde. Mais après, 0 but marqué en 3 matchs. En fait, ça, c'est peut-être l'opinion, le regard de l'opinion. On peut dire, oui, c'est des moments qui peuvent arriver, mais pour le joueur, ce ne sont pas des bons moments. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que pour lui, quand il crève les écrans, il doit le faire en club, il doit le faire en équipe nationale. Donc, mais si il y a une différence de niveau entre le club et l'équipe nationale pour lui, c'est pourquoi quand il a marqué son premier but, il s'est dit qu'il se sent libéré. À mon avis, c'est comme s'il avait une pression personnelle, pas une pression externe, mais personnelle, parce que il reste encore très régulier avec le Syrie national. Le coach pense que à chaque convocation, il faut le faire venir, qu'il a sa place. Mais quand tu vis en tant que, on va dire, une vedette, par exemple. Une vedette en tant qu'un attaquant, vous n'êtes pas capable de marquer, moins encore capable de donner une passe décisive personnellement. Vous êtes très sévère quand même. Voilà, vous dites que vous n'êtes pas en train de faire le travail pour lequel on vous fait appel, pour lequel vous êtes venu. Donc personnellement, il peut se faire des petits reproches. Mais après, moi, je pense qu'il est très jeune, il est régulier, il est en train de suivre une flèche d'ascension, parce que quand vous quittez la Ligue 1, la Ligue 2, vous revenez en Ligue 1, en Ligue 1 française, je pense que vous jouez la Ligue des Champions. Vous jouez la Ligue des Champions. Vous êtes régulier. Je pense que ça aussi, c'est important pour l'équipe nationale de Guinée, parce que autant de fois ces joueurs, ils peuvent être importants en club, autant de fois on peut compter sur eux en équipe nationale. Justement, perf des Sylie, tous les lundis désormais, vous nous retrouverez et nous allons donc parler des joueurs du Sylie national de Guinée dans cette nouvelle émission sur Africa Sport TV et aussi sur africasport.org, nos différentes plateformes. Restez connectés tous les lundis à 12h30. Nous, on prend l'antenne pour vous situer sur la performance donc de notre 11 national. Quel que soit le joueur, là où il se trouve, nous, on va aller le chercher et puis vous donner de
quoi il est capable justement, qu'est-ce qu'il pourra apporter à notre équipe nationale de Guinée. Désormais, tous les lundis, notez très bien dans vos agendas, et nous, on se fatigue pas parce que nous sommes là pour vous servir, bien évidemment. Allez, le Racing Club de Lens donc a enrôlé Morgan Guilavogui, le jeune franco-guinéen donc est né en 1994, non 98 justement, il a 25 ans et donc il est ailier droit. Voilà, il n'est pas un vrai attaquant de métier, il est donc ailier droit et qui peut lui aussi de son côté donner des centres, donner des passes décisives. C'est véritablement donc le rôle de Morgan Guilavogui. On va donc faire tomber nos regards sur un autre joueur ici national. Il s'agit donc de Moriba Kourouma. Moriba Kourouma, de près en près, jusqu'à présent, l'ancien joueur de FC Barcelone ne parvient vraiment pas à pouvoir s'imposer comme il était considéré à un certain moment comme l'un des espoirs du football mondial quand il jouait au FC Barcelone, justement avec les Ansu Fati entre autres qui étaient donc autour de lui, qui ont été formés dans la Masia donc du FC Barcelone. Mais malheureusement pour le joueur, il a décidé donc de claquer la porte du côté du Barça. Il a été acheté par Leipzig. Il a été sélectionné avec le Sili national, la préféré l'équipe du Sili que la Roja espagnole. Et donc il vient avec la confiance de Kaba Diawara et voilà, il ne parvient pas donc à avoir du temps de jeu avec Leipzig. Il a été prêté au FC Valence. Malheureusement, Valence ne l'a pas gardé puisque on estime ses performances très moyennes. Monsieur Bangoura, justement, avec ce joueur aussi, on a des doutes. Oui, Moriba. Vous savez, en matière de football, même pas que le football, dans toute activité professionnelle où vous vous trouvez, vous devez avoir un bon entourage, de bons conseillers surtout. Moi, je pense que le jeune, il est en train de payer aujourd'hui le prix de son choix sur la Guinée, ce que nous trouvons tout à fait normal. Il est libre de choisir la Guinée en tant que pays, son pays d'origine, son pays où sa famille est née, tout. Voilà, de choisir la Guinée comme pays, il est libre de tout ça. Mais son choix de ne pas rester avec le FC Barcelone, cette incompréhension-là, je pense qu'il est en train de payer le prix, mais le prix lourd encore, justement, aujourd'hui. Malheureusement, vous l'avez rappelé, il est venu au RB Leipzig alors que le FC Barcelone traversait des moments difficiles sur le plan financier. Il y a eu des propositions, contre-propositions afin qu'il puisse rester là. Vous l'avez rappelé, il a été formé dans ce club-là, resté là, performé, et puis à un certain moment donné, on sait que Lionel Messi, il a transité là avec toutes les opportunités, tous les avantages qu'il a eu, mais à un moment donné, il s'est décidé, non, il faut quitter. Il a plutôt quitté à un bon moment, à un moment qu'il a estimé bon. Il est venu à Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il évolue sur d'autres cieux. Je pense qu'il aurait dû faire la même chose, mais malheureusement, à mon avis, il n'a pas eu de bon entourage, il n'a pas été aidé par ceux qui pouvaient l'aider à prendre peut-être une décision. Malheureusement, une bonne décision, justement. Il est venu au RB Leipzig, vous l'avez dit, entre-temps prêté au FC Valence, où on a estimé également des statistiques qu'il fournit. Ce ne sont pas des statistiques permettant au club de le garder là, ou encore de penser même à lever son option d'achat. Ça n'a pas été fait. Il revient au RB Leipzig. Même la préparation estivale, il n'en a pas bénéficié autant comme il se doit. Après, il ne fait pas partie, on va dire, des premiers choix dans le club toute cette saison. Sauf si je me trompe. Sinon, il n'a été convoqué dans l'équipe qu'une seule fois. Qu'une seule fois jusqu'ici, il n'a pas gratté la moindre minute en Bundesliga. Justement. Je pense qu'il traverse des moments très difficiles. C'est pourquoi vous voyez d'ailleurs, tout est zéro pour lui. En tout cas, nous, ce sont des statistiques qu'on a véritablement cherchées. On suit la Bundesliga. Effectivement, on a mis tous les efforts nécessaires pour fournir ces statistiques-là. Donc, le compteur est à zéro pour lui. Sur tous les secteurs, pas de but, pas de match joué,
Rien, absolument. Je pense que c'est des moments très très difficiles pour lui. Après, d'autres vont s'interroger sur le pourquoi il vient toujours en équipe nationale. C'est tout à fait normal parce que on sait que le critère primordial ou fondamental, si vous voulez, pour venir en équipe nationale, c'est bien ce critère de performance en club. Parce qu'en équipe nationale, vous venez pour 5 jours au maxi, voilà, vous quittez. Mais c'est un club, vous êtes sous contrat, c'est un club, vous jouez régulièrement tous les week-ends. Donc, s'il n'y a pas de performance, il n'y a pas de statistiques de ce côté, pour moi, il n'y a pas de raison de venir en équipe nationale. Sauf que l'entraîneur dans des situations, le sélectionneur dans des situations comme ça, il doit prendre aussi sa responsabilité. Parce qu'on l'a dit, le jeune, il paye non seulement le prix de son choix de ne pas rester au FC Barcelone, mais aussi le fait qu'il ait décidé de choisir la Guinée. Pour, au profit de l'Espagne. Il y a également cela aussi à voir. Donc, et heureusement, quand il vient en équipe nationale, il rend copie propre, hein, à mon avis, jusqu'ici. Ça, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Et je suis tout à fait d'accord avec ceux-là qui pensent qu'il faut, à un moment donné, pour Moriba aujourd'hui, la Guinée doit lui faire... il doit être titulaire ou rester sur le banc. Parce qu'il y a quand même des joueurs à son poste qui peuvent être quand même titulaires. Si le sélectionneur estime, vous savez, j'ai eu à discuter avec un entraîneur qui me dit, écoute, on peut avoir un joueur qui joue en club, qui performe tout, mais il vient en équipe nationale. Pendant 3 jours de préparation, il ne satisfait pas l'entraîneur. Il ne peut pas lui faire confiance de le faire figurer dans l'équipe qui va démarrer la rencontre. Il dit après, le monde extérieur va penser que non, le sélectionneur a fait un mauvais choix, mais c'est par rapport aussi en fonction des 3-4 jours que vous bénéficiez en termes de mise au vert. C'est là, chacun doit se montrer de quoi il est capable de faire sur le terrain. Si vous ne parvenez pas à convaincre le sélectionneur ou l'entraîneur pendant les séances-là, il ne peut pas compter sur vous. Et donc vous estimez... Moi, j'estime qu'il est bon Moriba, il est dans Moriba, il traverse des moments difficiles. Il faut l'aider. C'est un jeune, c'est un footballeur très jeune. Je crois il n'a que 20 ans. Voilà, 20 ans. Donc il est très jeune encore. C'était difficile. Est-ce qu'on a eu un joueur qui avait des opportunités de jouer pour d'autres nations à 20 ans qui a décidé non, je joue pour la Guinée, je joue pour ma nation, compte tenu de plusieurs facteurs et même des conséquences qui peuvent arriver comme celles qu'il traverse aujourd'hui. Je pense que c'est à un moment donné. Il y a l'aspect sportif qu'il faut voir. Mais il y a d'autres détails également parce que le fait aujourd'hui, par exemple, si on décide ou le sélectionneur décide de lui faire dos, de ne pas le faire appel parce que il n'est pas en compétition, il n'est pas en jambes, il ne fait pas partie des premiers choix dans son club aujourd'hui. Je pense que ce serait une façon pour moi de faire regretter ou encore de décourager certains qui voudraient venir mouiller le maillot pour le Sili national. Bon. C'est mon avis. Je ne suis pas l'entraîneur n'est pas obligé de le faire appel. Ce n'est une équipe nationale, mais ce n'est pas un groupement social. Ce n'est pas un lieu où on doit faire quand même des contributions, où on doit récompenser les gens à travers les valeurs sociales qu'il incarne. Non. Mais je pense que sur des détails, sur certains détails par rapport au cas Moriba Kourouma, il y a véritablement raison à un moment comme celui-ci de l'aider à pouvoir véritablement être sur, avoir les épaules, avoir la tête à sa place pour ne pas regretter le choix de la Guinée. De la Guinée, d'accord, ok, bah peut-être là je peux vous comprendre. Bon, c'est mon avis, hein, oui, monsieur, je sais, pour la dernière expression, vous n'êtes pas obligé. Monsieur, moi, je peux être d'accord avec vous, mais tout le raisonnement que vous avez eu, peut-être ça n'engagerait que vous, parce que c'est vous qui l'avez dit, mais beaucoup de personnes quand même ne partageront pas l'avis avec vous, monsieur Bangoura. Donc de toute façon, nous allons poursuivre, on l'a dit, Moriba Ilax Kourouma donc est né le 19 janvier 2023. Il n'a que 20 ans tout simplement, donc il faut l'aider à progresser, il faut l'aider à être au top en sélection. En tout cas, c'est une occasion pour lui de s'affirmer lors de la Coupe d'Afrique des Nations donc qui s'annonce. Peut-être les projecteurs seront sur lui
lui. Des clubs viendront sûrement le voir et savoir effectivement est-ce qu'il a les mêmes qualités qu'il avait quand il était au FC Barcelone. Donc, puisque depuis là, il n'a pas été vraiment au top de sa forme, mais en tout cas, ce qu'il nous a montré au FC Barcelone lors de ses 2 premières saisons en club, en équipe A, ça n'a pas été donc le cas pour Valence, pour le FC Leipzig. L'espoir qu'on avait misé sur lui s'est effrité, et donc justement, et donc il est né en 2023, on l'a dit, il n'a que 27 ans et il est milieu central et on l'a dit, hein, il joue actuellement pour la Guinée. Il avait la possibilité de jouer pour l'Espagne. Il a joué la Coupe du Monde U17 du côté du Chili, en Amérique du Sud, avant donc finalement de claquer la porte à la Roja et choisir donc la Guinée. Nous allons poursuivre avec cette fois-ci, un joueur, voilà, j'ai pas envie de parler de lui, mais c'est un joueur irrégulier, plus qu'irrégulier, Naby Keita, voilà, il faut qu'on en parle, c'est le capitaine du Sili national de Guinée, depuis 2015, lui aussi, il est donc dans cette sélection, mais il n'a pas été, ces dernières années, hein, il n'a pas été très performant, avec son arrivée donc de Leipzig à Liverpool, ça n'a pas été reluisant pour lui, et il y a eu des blessures qui se sont multipliées et finalement il a été à un certain moment mis au placard. C'est vrai que Jürgen Klopp avait vraiment confiance en lui, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné et Jürgen Klopp lui-même avait décidé à ce qu'il ne soit pas prolongé et il revient donc en Allemagne au Werder de Brême. Naby Keita, encore une fois, il doit arrêter sa carrière ou il doit continuer avec tout ce qui lui arrive en ce moment, M. Bangoua? Je pense qu'on va laisser Naby répondre à ces interrogations. Il est libre de décider d'arrêter ou pas sa carrière internationale aujourd'hui. Mais ce que je voudrais dire, on est en droit de s'interroger sur certains aspects. Est-ce que Naby est en train d'être rattrapé par son vrai âge? Ou bien il faut mettre le cas Naby sur un aspect extra-sportif? Parce qu'il y a tellement d'interrogations que nous nous posons, mais on n'arrive véritablement pas à trouver des réponses qu'il faut. Prenez le cas de Naby à Liverpool. On sait que Jürgen Klopp, comme vous l'avez dit, s'il tenait à 2 ou 3 joueurs véritablement dans son cœur à Liverpool, Naby fait partie de ces joueurs-là. On l'a vu à un moment donné, il était obligé de prendre la parole dans la presse pour défendre Naby Keita. Il en a fait autant de fois, mais Naby avec ses multitudes de blessures et puis à répétition, des cas d'absence avérés, il n'a malheureusement pas bénéficié d'une prolongation avec Liverpool. Voilà, c'est tout à fait normal, c'est un monde de business. Vous ne pouvez pas continuer à payer quelqu'un 7 000 euros. 7,3 millions d'euros. Justement, donc vous ne pouvez pas continuer à payer quelqu'un de ce montant comme ça. Effectivement, et que en termes de rendement sur le terrain, ce n'est pas ça. Ouais. Après, il quitte là, il vient, on va dire, à Werder Brême, où il connaît une chute, mais considérable sur le plan de salaire, parce que nous apprenons qu'il n'a que 1 million d'euros comme salaire mensuel de ce côté. Mais au-delà de cette chute-là, on espérait pour lui, et même lui, j'imagine qu'il avait l'espérance d'avoir quand même un temps de jeu considérable avec Werder Brême, parce que Werder, ce n'est pas un trophée de guerre, Werder, ce n'est pas aussi un club qui milite pour le trophée et pour le titre de champion, mais qui joue le club de milieu de tableau. Effectivement, de milieu de tableau qui est là, mais après Naby Keita, malheureusement, qui va retomber dans ses vieilles habitudes, qui continue à le poursuivre, à le suivre jusqu'ici. Le premier match de Werder Brême, match de préparation à domicile avant même de s'envoler pour la tournée de l'avant-saison, Naby Keita va se blesser à l'échauffement. Alors en fait, ça fait rire, mais c'est les faits, ça s'est passé de cette façon. Il va se blesser là. Il n'aura pas l'occasion de fêter son baptême de feu avec Werder de Brême. Il va être à l'infirmerie. Heureusement, les dirigeants, puisqu'ils venaient d'arriver, ils venaient de découvrir un groupe pour la première fois. On dit non, il faut le mettre
le groupe pour la tournée, pour la préparation. Il va là-bas, mais ce n'est pas une bonne préparation comme il pouvait s'y attendre. Et il continue sa rééducation. Il revient encore avec le groupe en Allemagne. Il rate catégoriquement les 4 premières journées. Il fait son apparition, sa première apparition avec Werder en tant que titulaire. Non, pas en tant que titulaire. D'abord. Voilà. Pas en tant que titulaire. Le premier match, il n'a joué que 2 minutes dans le temps additionnel. Le second match, il a joué 22 minutes en tant que toujours remplaçant. Le troisième match, on espérait que il avait fini avec ces bobos-là. On le met titulaire. Il joue 59 minutes. Le capitaine va sortir encore sur la blessure. Donc, je pense que ça inquiète. Des conséquences. Liverpool, on va dire, Werder Bremen ne peut pas compter sur lui pour 2 semaines. En tout cas, c'est ce que le responsable chargé du football professionnel de Werder Bremen a dit. Mais ça, c'est une estimation. 2 semaines. Conséquence toujours en équipe nationale parce il avait raté le match contre le Malawi, le dernier match des éliminatoires. Le sélectionneur Kaba Diawara espérait l'avoir pour ces 2 matchs contre le Gabon et la Guinée-Bissau. Conséquence, la fédération nous a informé ce matin comme quoi il fait partie des 3 joueurs qui ont déclaré forfait pour cause de blessure. Voilà. Je pense que c'est difficile pour Nabi. 3 matchs, capitaine d'une équipe nationale comme le Syrie de Guinée. Le cerveau, on va dire que tout le monde considère comme la star, notre étoile aujourd'hui en matière de football à l'international. Mais malheureusement, qui n'est pas en train d'être aidé par son corps. Nous, on s'interroge. Est-ce qu'il faut le mettre sur le plan extra-sportif ou bien c'est quand même l'âge réel de Naby Keita qui est en train de le rattraper. Parce que quand vous voyez Naby physiquement et qu'on vous dit qu'il a 28 ans, monsieur, ça... Voilà, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. Voilà. Donc, Naby Keita, justement, qui va être donc à l'infirmerie pendant que ses coéquipiers joueront donc les préliminaires. Je vais dire d'abord les 2 matchs amicaux, mais aussi va manquer des matchs de championnat avec son club de Werder de Bremen. Nous allons continuer avec justement Naby Keita, est né en 1995 sur papier, c'est 28 ans, hein, voilà, voilà, on va donc poursuivre avec, bien évidemment, cette fois-ci, Seydou Sow, un autre joueur du Syrie national qui est en difficulté, Amidou Bangoura. Oui, Seydou Sow également est en difficulté, il faut le dire, parce que le jeune, je n'ai pas compris son choix de quitter l'AS Saint-Etienne et aller à Strasbourg où il n'a véritablement pas de place pour le moment, parce que, vous savez, des fois, il y a le côté peut-être progression en termes de différence entre les compétitions. Saint-Etienne est en 2e division, mais quand il était là, il jouait. Il grappillait quelques minutes. Effectivement, il grappillait quelques minutes. Maintenant, il décide d'aller à Strasbourg, où il a trouvé un effectif déjà en place, qui a bénéficié d'une préparation. L'entraîneur connaît déjà son effectif et même la doublure au niveau des postes. Tu arrives dans des conditions comme ça, tu n'es pas au top de ton art, mon frère. C'est difficile de te créer une place dans le dispositif que tu as déjà. C'est ce qui fait que, à un moment donné, on nous a même informé comme quoi ce n'était pas officiel parce que le club ne s'était pas prononcé dessus, mais dans les médias étrangers notamment, il a été dit qu'il avait été envoyé dans l'équipe réserve de Strasbourg. Voilà, il est là, il est dans l'effectif de l'équipe première, mais ce qui est sûr, il n'est pas en train de jouer. Et c'est l'un des défenseurs sur qui nous comptons pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Justement, voilà, donc Seydou Sow, il est né donc le 4 juillet 2022. Il n'a que 21 ans, des jeunes joueurs tout simplement. Il est défenseur central qui évolue du côté du Racing Club de Strasbourg. 2 matchs pour lui, 34 minutes, 0 but marqué, 0 passe décisive, un seul carton jaune pour l'international guinéen. Seydouba Cissé de Leganés, un espoir du football guinéen.
aussi. Oui, un bel espoir du football guinéen, ça il faut le dire. Il est très jeune, Sedba Cissé. Vous l'avez vu, même s'il joue en deuxième division, mais pour moi, ce n'est pas le niveau de la compétition qui compte, c'est de savoir est-ce que le joueur, est-ce qu'il joue, est-ce qu'il a du temps, est-ce qu'il fait partie des premiers choix de l'entraîneur de l'équipe. Vous voyez, avec ces statistiques-là, 8 matchs joués, il est à 557 minutes, sauf qu'il n'a pas de but, c'est un attaquant quand même. Voilà. C'est un milieu de terrain. C'est un milieu de terrain, un milieu de terrain. Il devait quand même avoir une passe décisive. Une passe décisive, mais en 8 matchs, il n'en a pas été. Sa saison de l'année dernière, quand même, a été beaucoup plus meilleure. Effectivement. Peut-être c'est le début aussi. Il marquait, il faisait marquer. Voilà, justement, il faisait des grosses performances. À un moment, d'ailleurs, il a été meilleur joueur je pense, il a été 2 mois meilleur joueur de Leganés. Effectivement. Donc cela a été, en tout cas, bénéfique pour lui. Peut-être, comme il a toujours la confiance de l'entraîneur, tout ira bien. Il est convoité par d'autres clubs de première division. Il y a Tenerife, donc, et Almeria qui courent après lui, voir effectivement est-ce qu'ils vont pouvoir donc le recruter. Tout dépendra de sa performance qu'il va afficher avec son club de Leganés. Nous allons parler cette fois-ci de notre vedette, notre étoile, Cheikhou Guirassy, meilleur buteur en Europe. Donc cette saison, 8 matchs, 689 minutes, 14 buts marqués, 2 passes décisives, 0 carton. Je pense que là, il n'y a rien à dire. C'est la vérité, c'est l'artilleur. Donc aujourd'hui, il est devant Haaland, devant Mbappé, devant Cristiano Ronaldo et tous ces grands attaquants. Aujourd'hui, Cheikhou Guirassy fait la fierté du football africain. Oui, c'est l'expression d'une fierté guinéenne, tout simplement, parce que ça fait plaisir aujourd'hui qu'on te dit à l'international tu es guinéen parce que tu as un Guinéen qui est devant tout le monde, qui fait mieux que on va aller au-delà même de l'Europe, qui fait mieux que Cristiano Ronaldo, qui fait mieux que Lionel Messi, qui fait mieux que le jeune Mbappé, qui fait mieux même que Harry Kane, Leroy Sané, tous ces grands noms là. C'est Cheikhou Guirassy qui est en tête avec des statistiques. La façon également de le réaliser, parce que quand vous prenez, on va dire en Bundesliga, où il a planté 13 buts, il a lui seul marqué 3 doublés, c'est-à-dire 2 buts 2 fois, 3 fois, il en a fait. Il plante le triplé à 2 reprises. Il a d'ailleurs signé le 2e triplé de la saison le week-end dernier, ce qui fait de lui jusqu'ici le meilleur buteur de la Bundesliga, mais également des 5 grands championnats européens. Ça, c'est quand même très important. C'est un jeune qui a suivi tout le processus, parce que moi j'ai eu à voir un peu son parcours. Il a respecté véritablement la hiérarchie, et aujourd'hui on peut dire qu'il a la tête sur les épaules, parce que ça c'est encore important. Vous savez, des footballeurs, quand vous avez des statistiques ou encore tout le monde court derrière vous, on veut vous avoir par-ci par-là, il faut savoir faire le choix. Le bon choix, vraiment. Le bon choix, surtout quand il est arrivé en tant que joueur prêté du Stade Rennais pour Stuttgart. Il a aidé le club non seulement à avoir le barrage, il a aidé à franchir ce barrage-là, à se maintenir en Bundesliga. On a estimé qu'il fallait lever son option d'achat à 9 millions d'euros, je crois, quelque chose comme ça. Finalement, on l'achète. Si Stuttgart ne l'avait pas fait, le club aurait regretté cela aujourd'hui, parce que Cheikhou Guirassy, à un moment, disons, comme ça, où à chaque match, on peut espérer qu'il est capable de marquer au moins un but. Au moins un but. Je pense tout le monde veut l'avoir aujourd'hui dans son effectif. Maintenant, après, qu'est-ce que en équipe nationale, nous on va s'attendre à quoi? Il y a interrogation. Sinon, quand vous avez un joueur comme ça, vous avez même envie que la Coupe d'Afrique des Nations commence après-demain, parce que vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez investir beaucoup de confiance. Étant un attaquant, vous vous dites que chaque ballon qu'il a, on peut penser à un but dans le filet. Mais après, je dis l'interrogation, c'est son utilisation dans l'équipe du Série nationale. Le match contre le Malawi, le dernier match des éliminatoires, avant qu'il n'arrive là, la semaine d'après, il avait marqué. C'était son premier triplé, il avait marqué. Il arrive en équipe nationale, il est incapable d'offrir même une passe décisive.
ça ne vous interroge pas. Il quitte la sélection nationale. Le premier match après la sélection nationale, il marque. Ça veut dire qu'il y a problème en équipe nationale. C'est pourquoi d'ailleurs il a piqué Kaba Diawara sur le système. Il a dit qu'on doit revoir les dispositifs, parce que vous ne pouvez pas avoir lui, Serhou Guirassy, vous avez Mohamed Bayo, vous avez Morgan Guilabogui. Tous ces deux réunis dans une équipe nationale, les trois, et que on vous dit qu'on ne parvient pas à marquer. Quand vous prenez le parcours des éliminatoires du Sili national pour la CAN 2023, le meilleur buteur, c'est un milieu du terrain, c'est Naby Keita, le seul à avoir réussi à marquer 2 buts. Malgré effectivement, donc vous comprenez, ça veut dire que il y a de la matière à travailler au niveau du sélectionneur, parce que des jeunes comme ça qui performent en club, vous voulez qu'ils fassent autant d'efforts en équipe nationale en se surpassant même de ce qu'ils font en club. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et Serhou Guirassy, comme ça, et qui ne marque pas, on ne le souhaite pas, mais en Coupe d'Afrique, messieurs, ça va être quand même... Voilà, on a l'impression quand même de voir un Samuel Eto'o, un Didier Drogba, quand ils étaient au sommet de leurs arts. Justement, maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est la continuité de ces performances. Parce que en Bundesliga, quand même, il a marqué 13 buts. En Coupe d'Allemagne, il a marqué 1 but. Et on a vu donc les statistiques, effectivement. Donc, pour moi, c'est sa manière, par exemple, quand il quitterait cette équipe de Stuttgart pour un autre club beaucoup plus hypé, parce qu'aujourd'hui Stuttgart occupe la première place derrière le Bayern de Munich, effectivement. Donc si le plus souvent le Bayern recrute les joueurs les plus performants en Bundesliga. Si le Bayern le recrutait, il faut qu'il soit beaucoup plus performant, parce que là-bas c'est beaucoup plus exigeant. Je pense même qu'il doit faire très attention. Il a un contrat avec Stuttgart, je crois, jusqu'en 2026 ou 2027. Il faut être, il faut 2026. Voilà, il faut qu'il soit très intelligent. Vous savez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, il est en train d'exceller, il crève tous les écrans. Tout le monde veut l'avoir dans son effectif aujourd'hui, mais c'est à lui, il doit quitter Stuttgart pour un autre club, de faire très attention. Voilà. Si ce n'est pas la même configuration, la même confiance qu'il bénéficie aujourd'hui à Stuttgart, si ce n'est pas la même chose là où il pourrait partir, il faudra faire très très attention. Parce que comme vous l'avez dit, c'est difficile d'aller de monter, mais s'y maintenir est encore très très difficile, très compliqué. La performance. Voilà. Et si vous faites la chute, ben, c'est compliqué, hein. Voilà, Serhou Guirassy, je pense qu'il est il est informé, il est intelligent, c'est un jeune capable donc de réfléchir. Autour de lui, il y a des bonnes personnes qui pourront bien évidemment l'aider à faire le bon choix éventuellement avec donc son plan de carrière qui est très très important, puisqu'on sait quand même en Europe, il est né là-bas, on l'a dit, il est né en 96, il n'a que 27 ans, et donc sûrement il a des personnes autour de lui qui pourront l'aider à faire un bon plan de carrière. Et on reviendra sur Serhou Guirassy, puisque chaque semaine il nous épate. Nous reviendrons justement, parce que chaque joueur qui performe, là nous sommes en train de faire une globalité pour l'instant, mais les prochaines émissions nous allons essayer de prendre les joueurs qui ont performé et vous donner les statistiques. Agibou Camara, Astromito, 6 matchs, 457 buts, 457 minutes, voilà, j'y arrive. 0 but, 0 passe décisive, un carton jaune. C'est plus ou moins mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin. Vous savez, Agibou aussi à l'international traverse depuis la saison dernière des moments difficiles. Il a du mal à bénéficier cette confiance qu'il avait au niveau de l'Olympiakos, qui au sortir d'un prêt a décidé encore de l'amener en prêt dans le même club Atromitos. La saison passée, il y était. Cette saison encore, il va évoluer là. Ça veut dire que la concurrence est très rude pour lui au niveau de l'Olympiakos. Il doit s'aguerrir ailleurs avant d'espérer revenir intégrer l'équipe de l'Olympiakos. Je pense que c'est 6 matchs joués pour lui en tant que de milieu de terrain. Jusque-là, pas de c'est bon quand même, il est toujours là. La régularité, cette régularité, elle est très bonne, elle est très appréciable. Mais le plus important et pour moi,
il faut marquer. Il faut marquer. Si vous n'avez pas pour obligation peut-être de marquer, mais vous avez quand même. C'est un milieu de terrain quand même. Je suis tout à fait d'accord. De faire marquer. Je suis tout à fait d'accord. C'est ce que j'ai dit. Mais s'il participe aussi au jeu et que l'entraîneur trouve qu'il est bon dans la construction, dans le projet du jeu, je pense que aussi. Je suis tout à fait d'accord. Le plus important est qu'il joue et qu'il fait partie qu'il soit mis dans le lot des joueurs sur lesquels l'entraîneur investit régulièrement sa confiance. Ça, c'est important. Mais au-delà, il faut aller faire un peu mieux que ça. Pas que simplement vous venez, vous participez au jeu. Mais je pense qu'il y a des individualités, il y a des aspects, des détails importants, comme vous l'avez dit, marquer, faire en sorte que la ligne d'attaque soit alimentée par des bons ballons qui sont censés aller au fond de fil. Ça aussi, c'est un rôle important des milieux du terrain. Sinon, comme je l'ai dit, jouer, avoir la confiance de l'entraîneur à chaque fois vous êtes convoqué, étant surtout un joueur prêté. Parce que généralement, les prêts, ça veut dire que là où vous venez, vous n'avez pas tellement de confiance, ou la concurrence est très rude pour vous là-bas, le groupe qui est en place, vous n'avez aucune chance de l'intégrer, il faut aller ailleurs. Certainement, c'est ça. Mais comme je l'ai dit, en termes de régularité, 457 minutes, c'est pas mal. Quand vous divisez ça sur 6 matchs, certainement, il a quand même un quota important, peut-être de 75 ou de 80 minutes par match. Ce n'est pas rien. En équipe nationale, on peut compter sur lui. Voilà. Agibou Kamara, il faut le rappeler, qui est passé donc par Lille après son départ des Éléphants de Koléa. Il a signé très jeune du côté de Lille Sporting Club avant donc de rejoindre Olympiakos et aujourd'hui prêté pour la deuxième saison de suite chez Astromitos, club de première division grecque, et il est en train en tout cas de se frayer un chemin, même si il n'est pas performant dans les différentes statistiques. Il a plus de temps de jeu, mais pas de résultats en tout cas qui plaident en sa faveur, même si peut-être dans le projet du jeu de l'entraîneur il parvient à faire quelque chose. Et c'est un joueur qui a évolué de toute façon dans les différentes catégories de jeunes du Sili national de Guinée. C'est un peu le cas d'un certain Morlaï Silla, donc c'est la même catégorie. Et nous allons terminer l'avant-dernier joueur que nous allons vous proposer, c'est Ali Keita. Ali, le gardien de but du Sili national de Guinée, Östersound, c'est du côté de la Suède. Un gardien qui s'est vu relégué au deuxième plan à cause de sa contre-performance. Il était blessé à un certain moment lors d'un match, je crois, de Coupe d'Afrique, remplacé par Ibrahim Koné, qui a été plus performant et qui mérite la confiance aujourd'hui de Kaba Diawara avec cette équipe du Sili national de Guinée. Ali Keita, 18 matchs, 1620 minutes, 22 arrêts, tenez-vous bien. Donc, zéro passe décisive, comme c'est un gardien de but, mais les gardiens quand même donnent des passes décisives, on les a vus. Et un carton jaune pour notre ami Ali Keita Midou. Je pense que c'est le meilleur du moment si on tient compte des statistiques. 1620 minutes jouées. C'est énorme pour un gardien. Mais c'est que le championnat a beaucoup plus évolué là-bas. 18 matchs de toute façon. Contrairement aux autres qui sont à la 9e, 8e, 9e journée. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est important de savoir qu'il est titulaire. Qu'il a plus de 1000 minutes jouées. Ça, c'est important. Il a même été promu désormais à Östersund là-bas comme le capitaine de l'équipe. Il est désormais le capitaine de l'équipe. Donc ça, c'est important. Mais vous avez touché un aspect important tout à l'heure là, c'est le choix de Koné en lieu et place de Ali Keita dans les perches. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre, parce que quand vous prenez Koné à Iberian, à Malte, il est régulièrement convoqué dans l'équipe de Hibernian. Il n'est plus titulaire. Mais il n'est pas titulaire. Contrairement à Ali Keita. Ça, on a du mal à comprendre ça. Oui, mais en sélection, quand même, Ali Koné est bon. On l'a même vu en 2019, il a été, Ali n'est pas aussi mauvais. Koné peut être bon, je suis d'accord, mais si on tient compte des statistiques et même en termes de rendement, je pense que Ali Keita est mieux. Ali est mieux selon vous.
selon moi, d'accord. Connaît. Mais il y a des erreurs. Balle au pied, Ali Keita n'est pas si bon que ça. Il y a des erreurs qui glissent parfois. Hein. On l'a même vu. Vous étiez à la CAN. Parfois, il y a des difficultés à pouvoir se dégager. Ça, c'est un aspect. Mais Ali connaît. On reviendra sur lui forcément lors du prochain numéro. Il est bon sur les pieds. Vous savez, aujourd'hui, les gardiens de but sont devenus des défenseurs centraux. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, André Onana a été acheté par Manchester. Il est performant avec les jeux de pied. Donc, je pense que cela doit être de mise aujourd'hui pour un gardien moderne. Donc, Ali Keita, bon, je n'ai rien contre lui, mais c'est que c'est mon avis, je donne par rapport à cela. Il y a d'autres peut-être qui préféreront Ali Keita que Koné. Il y a d'autres qui préféreront Koné que Ali Keita. Donc, ça dépend de toutes les façons des analyses, de la perception de chacun dans cette configuration-là. Alors, nous allons terminer par Amadou Diawara, joueur de Anderlecht, qui a 9 matchs, 570 minutes, 0 but marqué, 0 passe décisive, un seul carton jaune pour notre Amadou Diawara. Bon, en résumé, ce qu'on peut retenir de l'ensemble des joueurs sur lesquels on n'a pas dit, la liste n'est pas exhaustive. Hein. Il y a beaucoup d'autres c'est une émission qui va venir tous les lundis maintenant, si Dieu le voudra bien. Le plus important est de savoir qu'il joue pratiquement, hormis comment je vais dire ça, Moriba Kourouma qui a le compteur bloqué à 0. Tout le reste, on a quand même quelques bouts de match où il joue. Lui également, il a 9 matchs dans les Champs. En 9 journées de Super Pro League. Ça veut dire que sur l'ensemble des journées, il a quand même grappillé quelques minutes. Donc ça, c'est important. Après, le même problème qui revient au niveau de la ligne du milieu, c'est qu'on ne trouve pas pour le moment un milieu qui a réussi à donner ne serait-ce qu'une petite passe décisive quand même. Parce que quand on vient, on les fait venir tous comme ça en sélection, c'est qu'on n'a pas grand espoir à ce qu'ils soient capables de se surpasser, de faire ce qu'ils n'ont pas fait en club. Parce que généralement, ce qu'on fait en club, c'est la répétition qu'on fait en équipe nationale. Généralement, c'est ce qui arrive. Mais l'équipe nationale est un peu plus exigeante puisqu'on n'a pas assez de temps pour assez se de préparer. temps. Justement, on vient pour 2 ou 3 matchs et puis ça s'arrête là. Sinon, comme je l'ai dit, c'est encore important de savoir que les joueurs sur lesquels Kaba Diawara, quand vous le réveillez demain matin et dit je compte sur tel et qu'on chasse que ce sont des joueurs qui grappillent quelques minutes dans les clubs où ils sont. Ça, c'est important. Voilà, donc vous l'avez compris, hein, chers internautes, vous nous regardez un peu partout, donc là où vous vous situez. Merci pour votre fidélité. C'est comme ça se passe tous les lundis désormais avec cette émission, la perf des Sili. Effectivement, nous allons continuer avant, pendant et après même la Coupe d'Afrique des Nations. Nous vous donnerons le maximum pour vous donner les infos de nos Sili, là où ils évoluent, quelle que soit leur position, leur club. Nous, on se fait le plaisir donc de vous retrouver pour donner toutes les informations. Merci beaucoup, Monsieur Bangoura, d'être passé. Merci, c'est tout un plaisir. Je voudrais dire aussi merci à notre PDG qui a pensé à faire cette proposition d'émission. Je suis en train de suivre l'émission en même temps sur notre page, mais ça suscite autant de réactions, autant d'intérêt. Véritablement, ce premier numéro, chapeau pour vous tous qui avez préparé tout ça. Et là, je veux proposer en direct aussi, et si nos internautes aussi intervenaient, on les donne 10 minutes. Ça, c'est une émission, comme vous l'avez dit, je trouve que ce premier numéro a suscité autant d'intérêt sur les internautes. C'est le Sili national, c'est le patrimoine. Donc, dès que vous en parlez, les gens, tout le monde se voit concerné de la chose. Je pense qu'on va tous se donner les mêmes pour voir comment créer, ne serait-ce que 5 minutes ou 6 minutes pour faire participer lire les messages. Parce que maintenant, là, tu as 29 commentaires. 29 commentaires, tout simplement. Voilà. Et ça fera plus. On va essayer de faire de notre mieux pour vous donner la parole, justement, pour vous aussi, votre avis compte également. On est tous des coachs. Voilà, justement. Donc, chacun peut donner son avis. On va vous donner prochainement quelques
minutes, donc vous allez nous appeler et donner votre avis sur les joueurs sur lesquels nous avons donc sous la main. Merci beaucoup à tous de votre fidélité. Merci au duo des Jimo, à Lucien et Alassane Baldé, et merci donc à Amidou Bangoura pour la coordination de tout cela. Nous, on se donne rendez-vous donc samedi prochain pour les experts, et il y a le club des observateurs aussi qui vous attendent donc dès mardi, dès demain justement, avec toute l'équipe. Merci et à très bientôt.